Bonjour à tous et bienvenue dans notre podcast Survivre à l'échec. Aujourd'hui, c'est un épisode spécial parce que je vais interviewer notre binôme parce qu'on a jugé qu'il était bon que vous connaissiez qui sont les auteurs de ce podcast. Donc aujourd'hui, j'ai la chance, l'occasion de pouvoir interviewer Nicolas Lemaire. Alors, il est le directeur d'une agence de communication et de marketing. Il a travaillé avec de grandes marques comme Veolia, EDF et Total. Il est aussi prof de karaté. Ah, alors ça, c'était confidentiel. Ah non, aujourd'hui, on parle de tout. Il est aussi père de famille. Enfin, bref, il y a beaucoup de choses qu'il ne dit pas parce qu'il n'aime pas trop parler de lui. Aujourd'hui, he's in the spotlight. Ouais, je le mets vraiment sous le feu du projecteur. Écoute, je vais jouer le jeu à fond sur cet exercice. Pas Les évident. gens ont besoin de savoir. People need to know who you are. Alors aujourd'hui, on se focus sur toi. Alors, comment est-ce que toi, tu te décrirais? Qui es-tu? On va parler de la partie pro, mais aussi de la partie perso. Bah, écoute, on va pas faire un truc CV ou présentation classique comme on peut faire d'habitude où tu sais très bien comment ça marche. Bon, alors écoute, moi je dirige donc une agence qui s'appelle Iconosa. C'est une agence qui est située à Chartres. Alors on travaille un peu partout, un peu en France, même ailleurs. Et c'est vrai que ça fait 15 ans donc j'ai créé cette agence de toutes pièces. C'est vrai que là on parle justement... un podcast sur l'entrepreneuriat et survivre à l'échec. C'est vrai qu'on va pouvoir en parler beaucoup parce qu'il y a eu beaucoup d'échecs, il y a eu beaucoup de désillusions, de chemins un peu chaotiques. Mais finalement, l'agence a été créée et là, aujourd'hui, on accompagne donc des entreprises, des marques, parfois même des institutions à performer, à croître sur plusieurs aspects. Donc, c'est vrai que on peut peut-être en parler peut-être un peu plus tard. 15 ans, c'est pas rien. Je crois 70% des entreprises qui se lancent ferment au bout de 3 ans. Toi, tu en as fait 15. Ouais. C'est quoi ton secret? Le secret de la réussite, en tout cas le secret de la longévité, parce que réussite, c'est un peu compliqué de parler de réussite, mais sur la longévité, je pense que c'est garder le cap, de rester focus. Et même s'il y a des tempêtes, même s'il y a des difficultés rencontrées, de toujours essayer d'avoir cette projection, de se dire on va réussir, ce que j'ai objectivé, je vais y arriver, et peu importe ce qui va se passer devant moi, tant pis, on va tout casser. Ouais, mais est-ce qu'il n'y a pas un autre ingrédient qui te permet de faire la même chose pendant 15 ans? Enfin, la même chose, rester dans le même domaine pendant 15 ans. Alors, tout à fait, parce que c'est vrai que c'est toujours dans le domaine de la com et du marketing, mais l'activité, l'agence a beaucoup évolué entre-temps, parce que historiquement, en fait, on était créateur de contenu en vidéo, et même de photos, et puis après, au fur et à mesure du temps, ça s'est un peu... étendu. Les activités ont un peu été étendues pour plusieurs raisons. Alors, pas par lassitude, mais par observation. Parce que c'est vrai qu'en fait, moi, historiquement, j'ai fait une école de cinéma, donc je voulais être réalisateur. Dans le cinéma. Pas acteur. Pas acteur. Tu me verrais acteur? Bah ouais, je pense que tu aurais pu faire même des voix off, non? Jamais? Ah, écoute, c'est sympa, mais non, souvent, non. C'est vrai que souvent, quand tu n'aimes pas être mis en avant, tu te mets souvent en retrait et à l'arrière. Donc moi, c'était plus le fait d'être en retrait et en arrière qui me plaisait surtout. De pouvoir créer des choses et créer de l'image. Et c'est pour ça que j'ai fait cette école de cinéma, mais j'ai pour autant pas travaillé dans le cinéma, pour plein de raisons qui m'ont... Voilà, la découverte du cinéma, ça m'a pas forcément plu. Qu'est-ce qui t'a déçu? Cet aspect pyramidal, cet aspect où tout est stratifié. C'est-à-dire que le régisseur peut pas forcément s'adresser à un technicien, un chef-op ou même au réalisateur. Enfin, c'est très militarisé, on va dire. Et moi, j'aime bien cette liberté d'expression, cette liberté de penser. Artistique. C'est vrai, et j'aimais pas être cantonné, parce que tu parlais de faire 15 ans la même chose. Justement, là, en l'occurrence, tu peux évoluer dans le cinéma, évidemment. Mais en tout cas, c'est pas la tournure, la vie que je voulais. Voilà. Moi, je voulais voyager, faire des choses intéressantes. Et j'ai été
Après cette école, j'ai fait plein de parcours différents. Je travaillais en tant qu'assistant photo, j'ai travaillé comme photographe, j'ai fait le Festival de Cannes, j'ai pas mal voyagé. C'est vrai que l'activité nous a pas mal fait voyager, donc c'est très bien, très content. Et le secret aussi de cette longévité, justement, c'est aussi de se dire, bon ok, on était créateur de contenu en images, mais la réel problème des clients qu'on avait, c'était qu'ils n'arrivent pas à exploiter ces images, ces vidéos. En fait, ils n'avaient pas de résultat, clairement. Par exemple, tu es un client, peu importe lequel, mais si on peut nommer, tu vois, Total EDF, ils ont des équipes en interne pour le faire. Mais des fois, même si tu as une équipe en interne, tu peux ne pas avoir les compétences ou la connaissance pour le faire. Et c'est paradoxal. Et donc, des fois, même si on travaille pour de grandes marques, c'est vrai que la disposition, en tout cas l'exploitation, soit on n'avait pas de retour, soit les retours de leur côté n'étaient pas phénoménales, pas liés à notre qualité de rendu, mais plus pour l'exploitation. Et donc, j'ai réussi à trouver, en tout cas à réfléchir de comment on pouvait faire. D'accord, donc tu es parti plus dans quelque chose qui soit 360. 360, oui et non, parce que le 360, nous, l'intérêt, c'est de tout maîtriser, de tout connaître et d'avoir à peu près, en tout cas, la majorité de tout en interne. Mais l'idée, c'était surtout de leur obtenir du résultat. Et ça, c'était vraiment le plus important. Alors, du résultat, évidemment, on peut en parler. Il y a plusieurs types de résultats. Il y a de l'audience, il y a de la visibilité, il y a générer plus de clients, plus de chiffre d'affaires. Donc, c'est vrai que le résultat, il doit être quantifiable, mesurable et aussi atteignable. Parce que quand tes clients te disent bon, je commence de zéro, je voudrais avoir 100 clients demain, ça dépend pas que de nous. Tu vois, ça dépend d'une offre, ça dépend de à qui tu t'adresses, ça dépend. Des fois, c'est vrai qu'on est obligé de le rediriger. D'ailleurs, c'est pour ça que c'est le changement aussi de l'activité, c'est la stratégie. Parce que quand tu penses que tu t'adresses aux bonnes personnes au bon moment avec une bonne offre, des fois, tu peux être complètement à côté de la plaque. Et on est obligé de redéfinir un peu ça avec eux. Alors, on n'est pas dictateur. Hein. Le but du jeu, c'est de leur montrer que, finalement, soit le produit n'est pas le bon, ou le tarif n'est pas le bon, ou le ciblage n'est pas le bon, et de modifier, tu vois, d'ajuster pour, justement, encore une fois, s'adresser aux bonnes personnes. Parce que là, tu vois, notre podcast, là, aujourd'hui, il s'adresse quand même principalement à des gens qui sont dans la découverte, qui aiment l'entrepreneuriat, qui veulent performer, ou qui sont en recherche de l'inspiration. Qui sont à la recherche de l'inspiration, tu vois. Et c'est ça le ciblage. Et c'est vrai qu'on ne peut pas s'adresser à tout le monde non plus. Ouais, je vois. Tu dis souvent « nous ». C'est qui « nous » ? Ouais, je dis souvent « nous ». Parce que j'aime pas parler à la première personne, parce que j'ai une équipe. Oui, elle est constituée de... on est une petite équipe, hein, on est une équipe de 4 personnes, beaucoup d'opérationnels, beaucoup de gens sur le terrain, tout ce qui est tournage, montage, post-production, toute la partie marketing, strat, c'est vrai que je m'en occupe principalement. Qu'est-ce que tu aimes le plus dans ton travail ? Moi, ce que j'aime le plus dans mon travail, c'est de découvrir plein de choses, plein d'univers différents, des gens différents, de découvrir le contact humain et puis aussi le fait d'être projeté. Moi, j'aime bien prendre l'exemple quand justement au tout début, on faisait plein de tournages, tu vois, d'être dans une clinique privée à filmer des opérations chirurgicales. Je te passe le type de chirurgie. Et le lendemain, d'être dans la boue jusqu'aux genoux, dans une centrale nucléaire, à filmer un chantier. Ouais, ça doit être... Donc ça, c'est plutôt intéressant. Et puis la semaine suivante, d'être dans les dom-toms, à survoler la Martinique en hélicoptère. Ça doit être bien. Donc du coup, ça c'est des choses, tu vois... En fait, c'est la vie un peu rêvée. C'est la vie, en tout cas, que j'avais envie de vivre. Et c'est génial. Alors, parlant d'échecs, le podcast Survivre à l'échec, est-ce que tu peux nous parler de l'un ou de ton plus grand échec et comment tu as fait pour en sortir et comment c'est devenu même un tremplin pour toi ? Alors, il y a un échec qui me vient en tête, une petite anecdote. C'est il y a quelques années, pour remettre les choses dans le contexte, notre agence fait beaucoup de pubs et beaucoup de mise en avant d'entreprises et de marques. Mais en parallèle de ça, j'avais l'envie de développer, de créer des documentaires. Voilà. Donc des documentaires sur des sujets qui me tenaient à cœur. Et donc je suis parti au Burkina Faso faire un documentaire sur les enfants des rues. Je suis parti à Madagascar faire un documentaire sur les femmes entrepreneurs.
C'était à ton initiative, on t'a C'était contacté? à mon initiative. En fait, le Burkina Faso, c'était une initiative. Écoute, Nicolas, il a un cœur. T'as vu, ça se voit pas, mais il est là, il est caché peut-être, mais il est là. Et du coup, non, au Burkina Faso, donc c'était les enfants des rues, c'était une commande entre guillemets pour une ONG, voilà, donc, sur lequel j'étais tout seul sur ce coup-là, sur lequel j'ai suivi le SAMU social, j'ai suivi un groupe de jeunes de rue qui était ensuite rattaché à un centre, c'est un centre de vacances, voilà. En fait, une fois par an, il y a une association qui prend en fait certains enfants, en fonction de l'âge évidemment, et qui les emmène à l'extérieur de Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso, pour les enlever de ce contexte habituel de violence, de drogue, parce qu'il y a beaucoup de drogue, voilà, et d'essayer de les remettre un peu sur le droit chemin et d'essayer de leur dire, c'est pas que ça. Mais vous voyez, là, vous avez, je sais pas, 6 ans, 8 ans, j'en sais rien. Il y a aussi autre chose que ça. Donc, c'était très intéressant. Ça a été pendant un mois. Ça, c'est une commande. C'était pas ma plus grande déception ou mon plus grand échec, parce que ça s'est soldé par une réussite. L'échec que je peux raconter, c'est plutôt sur l'histoire de Madagascar, où j'étais parti, donc là on était 2, en équipe très réduite, pour lesquelles le sujet c'était justement les femmes entrepreneurs. Donc l'objectif c'était d'interviewer et d'aller à l'avant des femmes qui entreprennent à Madagascar. Madagascar c'est on va dire un pays assez patriarcal. C'est le père et l'homme qui doit ramener à manger ou l'argent, subvenir à leurs besoins. Mais sauf qu'il y a un changement énorme à Madagascar, comme d'autres pays d'ailleurs, où ça suffit pas. En fait, l'homme ne suffit pas à faire vivre la famille. Ouais. Et donc les femmes entreprennent. Alors c'est des entreprises très diverses. On a été voir une jeune femme qui mettait et qui produisait en fait comment on appelle ça, de l'anti-moustique, tu vois, pour Madagascar. Donc assez peu commun, mais qui développait ça, qui vendait ça, et ça marchait très bien. Une jeune personne qui avait 25 ans, tu vois. On a vu une personne très simple, on n'a pas été voir que des grosses boîtes. Ouais. On a été voir une couturière qui avait une usine de couture. On a été voir une femme qui juste vendait des œufs au marché. On a été voir des gens très pauvres aussi dans le centre de Madagascar qui tissaient en fait des paniers, tu sais, avec les trucs, les trucs en carton, tu sais, pour sertir ton carton. Tu as souvent des trucs en plastique et ils faisaient des paniers avec ça, mais ils gagnaient rien du tout. Ils gagnaient pas d'argent du tout. C'était donc cet échec, en fait, pourquoi je raconte cette anecdote, c'est tout simplement parce qu'on est parti là-bas, on a interviewé quand même une quinzaine de femmes. Et mon objectif, c'était évidemment de le diffuser, de le vendre, mais on n'est pas été au bout en fait de ce projet-là. Oh non. Ouais, malheureusement, on n'a pas été. Le reportage n'est jamais sorti. En fait, non, il a été prémonté, mais il est jamais sorti. Pourquoi toi tu ne le sortirais pas? Écoute, il n'est jamais sorti parce que j'avais pas de distributeur, j'avais pas de producteur, et puis en plus à parallèle, j'étais sur d'autres trucs. Timing un peu compliqué, et finalement, tu sais, on parle souvent comment dire, d'échec et le syndrome de l'imposteur. Donc j'étais pas prêt en fait à montrer ce film. Peut-être, j'imagine que je le montrerai un jour. Ouais. Mais c'était quelque chose qui a pris beaucoup de temps, beaucoup d'énergie quand même. C'était assez prenant. C'était quand même pendant plus d'un mois le tournage. Mais l'idée venait de toi. Ouais, l'idée venait de moi, ouais, totalement. Donc je pense que on aimerait bien voir ce reportage. Écoute, ça peut peut-être me motiver à ressortir ça. Ouais, c'est très intéressant, surtout si le plus gros du travail a été fait. Ouais, le plus gros du travail a été fait. Ouais, c'était en plus un projet assez intéressant. Justement, on parlait d'émotions juste avant. C'est vrai que quand tu vois des femmes qui se démènent pour sortir de la pauvreté et pour essayer d'améliorer leur quotidien, parce qu'on a vu des situations assez compliquées, franchement.
même très compliqué. Hein. Et c'est vrai que quand tu es confronté à ça, tu te redis. Tu relativises. Quand même, tu relativises, tu te dis, bon, je vis bien. C'est pas trop mal quand même, là, dans lequel on est, dans lequel contexte on vit. Hein. Donc, voilà ce que je peux dire. Eh bien, Nicolas a comme but de sortir ce reportage parce que je suis sûre qu'il sera bénéfique. Enfin, surtout si ça vient de ton cœur, faut que tu ailles jusqu'au bout. Hein. Ouais, exact. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Eh ben, écoute, la suite au prochain numéro. Oh yes, I like that. Maintenant, en dehors du travail, on sait que tu as ta boîte et tant mieux pour tout ce qu'elle a pu accomplir. T'es qui ? Qui es-tu ? Qu'est-ce que tu aimes faire ? Les gens autour de toi, si je devrais demander à tes proches, que me diraient-ils sur toi ? C'est marrant de faire ça. C'est marrant, tes questions, elle est marrante parce que le week-end dernier, donc, j'étais avec des amis au week-end et puis on a fait un test de la personnalité, un test des 16 personnalités, ça s'appelle. Ouais. Je ne sais pas si tu sais, c'est sur Internet, quel animal est ton animal, etc. Et puis, c'est vrai que tu peux toujours te dire, moi je suis comme ça, ou je pense que... Et je me tournais vers les amis en disant, mais je suis comme ça, pas... Et parce que même si des fois tu penses te connaître, tu ne connais pas totalement. Il y a une perception. Et puis non, en tout cas, si je prends ce test en l'occurrence, qui disait que j'étais extraverti, que j'aimais cette vision de liberté, voilà. Mais pas totalement, parce qu'on a tous une part d'introversion. Alors c'était quoi l'animal qui te représentait le mieux ? Écoute, alors moi, c'est vrai que quand il me demandait quel animal, c'est quoi ton animal préféré, j'avais pas du tout cette idée-là, quoi. Moi, j'ai dit écureuil. J'ai dit. Ah bon ? Ouais, parce que pourquoi ? j'avais cette vision d'un voyage au Canada. Ah, en fait, qu'est-ce que t'aimes chez l'écureuil ? Justement, les réponses du test le dit. C'est la liberté, c'est le pouvoir sauter d'arbre en arbre. C'est ça, en fait. Parce que c'est vrai en fait, c'est pas l'animal le plus important. C'est tu sais, les attributs. C'est les attributs de l'animal. Et donc, en plus, il y avait 3 animaux. Donc, il y avait celui-là, il y avait quoi d'autre ? J'avais dit que j'étais un peu ours, tu vois. Donc, ours, on dit souvent le truc un peu... l'animal un peu qui vit dans sa forêt, qui sort pas. Mais pas que, c'est pas ça. C'est la force aussi. Donc, il y a plein de... Et tu as un gros côté protecteur aussi. Donc, il y a... Ah oui. Comme les ours. Possible. D'accord. Et le troisième, c'était quoi ? Et le troisième, attends, c'était quoi le troisième ? J'ai complètement oublié le troisième. Mais en tous les cas, c'était intéressant de faire ce test. Et surtout que c'était un test qui date de le week-end dernier. Alors, dis-moi, qu'est-ce que tu aimes faire en dehors du travail ? T'es qui ? Qu'est-ce que tu aimes ? Qu'est-ce qui te passionne ? Bon, écoute, moi depuis longtemps, depuis toujours, et je crois que ça m'a beaucoup aidé dans l'entreprise et dans l'entrepreneuriat, à entreprendre. J'ai toujours fait des arts martiaux. Voilà, j'ai toujours fait des arts martiaux. T'as fait des compètes ? Ouais, j'ai fait des compétitions, j'ai fait des championnats d'Europe, j'ai pu partir à l'étranger, j'ai pu faire ce genre de compétition. C'était vraiment intéressant. Alors, c'est dans le domaine, moi, je suis ceinture d'or de karaté, voilà. Au fur et à mesure du temps, merci. Au fur et à mesure du temps, j'ai développé des compétences et j'ai passé des diplômes pour être instructeur, pour être prof. Et donc aujourd'hui, j'étais prof pour des enfants pendant pas mal d'années. Quand j'étais étudiant, j'ai stoppé parce que je ne pouvais plus allier... combiner les deux. Combiner tout ça, ce n'était pas possible parce que ça demande un peu de préparation. Et puis là, par la force des choses, je redonne des cours là, en ce début d'année dans un club. Voilà. Parce qu'à la demande, en fait... tout simplement. T'es un prof tellement génial. Écoute, que je sais pas si je suis un prof génial, mais bon, à survivre sans toi. Donc non, j'ai pas dit ça du tout. Non. L'idée, c'est surtout que ça soit ludique, impactant, et que les gens. Mais je pense que c'est quelque chose que tu aimes et qu'on est passionné. On transmet cette passion et c'est la meilleure façon d'apprendre. Exactement. Quoi. Et c'est vrai que si je dois faire le parallèle entre ça et l'entreprise, il y a beaucoup de similitudes, vraiment. Parce que justement, ça demande de la pugnacité, ça demande de ne jamais rien lâcher, ça demande d'être... Affronter ses peurs aussi. Ouais, c'est affronter ses peurs et puis aussi d'avoir une rigueur. Ouais. En fait, je pense que aussi, c'est la rigueur qui est intéressante. D'accord. À la fin de ta vie, elle est loin encore, tu veux qu'on dise quoi de toi ? Qu'est-ce
que tu veux qu'on puisse, on puisse te connaître? J'ai l'impression que je vais mourir demain. Oh, come on! It's just like, qu'est-ce que tu veux avoir accompli dans ta vie? Voilà. Écoute, moi, ce que je voudrais avoir accompli, en plus, j'ai un enfant, un fils, là, il a 8 ans, le fait d'avoir vécu et connu plein de situations et d'expériences différentes. D'accord. C'est vrai que je suis pas du tout quelqu'un qui aime la lassitude et qui m'ennuie. En fait, je m'ennuie beaucoup. J'ai un problème avec ça. Je pense que d'autres entrepreneurs peuvent l'avoir. C'est de la peur de s'ennuyer. Ouais. Moi, c'est un peu ça, c'est souvent les choses qui caractérisent les entrepreneurs et les hauts potentiels. Ouais, bon, je dois être. Alors, je ne vais pas me mettre dans les potentiels, j'en sais rien, mais en tout cas, je pense que je suis un hyperactif depuis toujours. Ouais. Et le fait de devoir créer, de faire toujours des choses, c'est essentiel. Donc, moi, ce que je voudrais surtout qu'on dise, pas forcément qu'on dise, mais en tout cas, la volonté que j'en ai, c'est d'avoir suffisamment de vues de choses et vécu d'expériences. D'accord. Bon, pour ceux qui ne savent pas, Nicolas et moi, on s'est rencontrés dans un club. Ensuite, il m'a contacté, il m'a parlé du podcast. Et moi, j'étais super contente parce que je voulais faire un podcast. Et en brainstormant, on est arrivé à ce podcast. What is wrong with me? C'est pas grave. Et en brainstormant, on est arrivé à ce podcast, Survivre à l'échec. Quelle est ta vision personnelle? Qu'est-ce que tu veux que ce podcast t'apporte et apporte aux éditeurs? Alors, l'idée surtout de la création de ce podcast Survivre à l'échec, c'était vraiment un format qui est impactant, un format où tu peux apprendre des choses. En fait, c'est ça le plus important. Parce que c'est vrai qu'un podcast, moi, je pense que tout le monde est d'accord sur le fait qu'un podcast doit être intéressant, qu'on doit pouvoir le suivre sur sa longueur, alors que ce soit en intégralité ou parsemé. Et moi, c'est vrai que je suis beaucoup de podcasts en vidéo, sur YouTube ou ailleurs. Et il manquait ça, en fait. Il manquait le fait de rencontrer de vraies personnes. Alors, c'est pas une insulte pour d'autres podcasts, mais quand je dis vraies personnes, c'est pas des célébrités, tu sais, comme des basketteurs très connus ou des PDG très connus, où ça représente 1% de la population. En fait, moi, j'ai pas de problème avec ça, et d'ailleurs, j'en regarde, j'en consomme, mais il y a ce décalage total entre la réalité et les gens qui sont souvent à l'écran, parce que pour se projeter, pas s'identifier. Ouais, pour se projeter, c'est compliqué, t'arrives pas à t'identifier. Et puis c'est vrai qu'on parle, alors il y a une sorte de renouveau aujourd'hui, mais on parlait pas d'échec. On parlait uniquement que de réussite. On parlait justement de réussite. Qu'est-ce que tu as fait comme chiffre d'affaires? Qu'est-ce que tu as acheté comme bien matériel? Qu'est-ce que tu vas faire maintenant après? C'est génial. Mais jamais, en fait, parce qu'on peut avoir des exemples en tête comme Zach Vieniel et puis plein d'autres qui en fait, ont eu beaucoup d'échecs. Et ça, finalement, c'est vrai qu'on en parle très peu. Alors, l'idée, c'est pas de mettre l'accent uniquement sur l'échec, mais l'idée, c'est surtout de mettre l'accent sur, OK, il y a eu des échecs, comment tu as réussi à surmonter ça, comment tu as rebondi, et qu'est-ce que ça, finalement, a apporté, quel résultat ça a eu? Ah oui, parce que c'est là qu'on est impactant. Et c'est vrai que quand on parle, on voit des personnes qui sont tellement loin de notre réalité, on ne peut pas s'identifier, donc être inspiré. Parlant d'échecs, est-ce que tu peux nous parler de ton plus grand échec et comment tu as fait pour en sortir? Alors, on a eu depuis cette interview quelques invités, et dont une invitée que vous verrez ou que vous avez peut-être vue, qui est Audrey Souchet, sexologue. C'est vrai qu'elle a beaucoup parlé de l'échec scolaire. Moi, je n'étais pas un bon élève. En tout cas, je n'étais pas à l'aise. C'est vrai qu'il y avait souvent... alors, bon élève, mauvais élève, c'est vrai que c'était aussi lié souvent aux profs. C'est vrai que pas du tout de mise en avant, pas toujours très bienveillant. Tu séchais beaucoup les cours? Non, du tout. Non, j'étais plutôt sérieux? non, j'étais plutôt un élève très qui rentrait dans les rangs. Voilà. T'étais pas au fond de la classe? J'étais au fond de la classe, mais quand t'es mauvais élève, souvent tu te mets pas devant. Et tu te mets pas. Tu te mets pas devant, tu te mets souvent derrière. Oui, mais quand tu te mets derrière aussi, tu fais beaucoup de bêtises. Ouais, non, écoute, non, j'étais pas trop un élève perturbé ou qui perturbait. J'étais plutôt assez dans mon coin, en retrait. D'accord. Mais ça fait partie un peu des échecs, même si
écoute, j'ai réussi à aller jusqu'à Bac+2. Donc, c'est déjà... Tu as déjà redoublé ? Une réussite, ouais, j'ai déjà redoublé 2 fois. Ouais. Donc, tu vois, c'est pour ça que... C'était avant ou après le bac ? Non, c'était avant le bac, ouais. Et pourquoi, d'après toi ? Enfin, c'était lié à la qualité de l'enseignement ? Bah écoute, non, c'était lié peut-être à ma situation, je sais pas, peut-être familiale ou ma situation d'état d'esprit. C'est pas évident à analyser ça. Parce qu'il y avait peut-être aussi une dyslexie, mais jamais décelée. Tu vois, jamais, c'était pas une époque, alors je suis pas 80 ans, mais... C'était pas une époque où on décelait, tu vois, trop ce genre de trucs, où on disait, toi, t'es dyslexique, faut que t'ailles voir un spécialiste et ça ira mieux, mais pas du tout, non, absolument pas dit ça. Donc, ça peut y jouer aussi. Ouais. D'accord. Et dans la suite, que souhaites-tu faire ? Donc là, tu avais comme ambition de lancer un podcast, tu l'as fait. Voilà, tu as ta boîte de com qui se débrouille plutôt bien. Est-ce que tu as d'autres rêves, d'autres aspirations ? Ouais, les inspirations que je peux avoir, c'est toujours de faire ce métier en voyageant, en explorant, et puis en aidant vraiment les entreprises à performer d'une manière ou d'une autre. Beaucoup d'entrepreneurs et d'entreprises. Je ne parle pas forcément d'entreprises qui débutent. Hein. Ça peut être des entreprises aussi qui sont là depuis des années, qui font du chiffre, et ça se passe bien, mais à un moment donné, il y a une barrière, en fait. Il y a un truc sur lequel ils n'arrivent pas à passer. Tu vois, c'est d'arriver à l'étape 2. Ou par exemple, tu travailles avec des pros, ta cible, c'est des professionnels, tu veux aller vers des particuliers, ou inversement, mais tu ne sais pas comment faire. Et donc, du coup, comment structurer ça, comment faire pour les attirer, et tout ça, évidemment, pas en un temps, évidemment, limité, forcément. D'accord. Alors, est-ce que tu peux nous dire quelque chose que très peu de gens savent sur toi, et souvent, quand on le sait, on est choqué, pas choqué forcément négativement, mais du genre, on n'aurait pas dit. Tu l'as dit en début, tu as un peu spolié le truc, mais je ne dis que je suis prof de karaté, que je suis ceinture noire. C'est pas marqué sur ma tête. De toute façon, tous les gens qui font des formations, c'est pas marqué sur leur tête. Donc, non, ça, c'est des choses que je ne dis jamais. Et qu'est-ce que je ne dis pas ? C'est vrai que je parle très peu de ma vie privée. Voilà. C'est des choses que je ne parle pas ou peu. Voilà. Bah écoute, merci beaucoup. Même plaisir. Moi, j'ai appris des trucs sur toi que je ne savais pas, donc c'était très intéressant. Plaisir. Et merci à tous d'avoir suivi. Donc maintenant, vous connaissez mon binôme, Nicolas Lemaire. Il s'est livré à nous, et encore une fois, c'est une exclusivité parce que ce genre d'exercice, il n'aime pas. Je vous dis pas combien de fois il m'a dit hey, j'aime pas ça, j'aime pas envie, j'ai pas le faire, rien. Mais il a fait rien que pour vous. Alors, si vous voulez en savoir plus et suivre nos différents épisodes où nous mettons vraiment l'accent sur les réussites, mais surtout les échecs qui aident à produire ces réussites. Parce que l'échec fait partie du processus. Suivez-nous, likez-nous, abonnez-vous, commentez pour ne pas rater nos prochains épisodes. Bye guys!